Moi, je connais un petit peu Alpha parce que j'ai lancé un parcours Alpha Campus à Grenoble il y a 6 ans. Voilà, et maintenant, je m'occupe un peu de la région Rhône-Alpes pour essayer de lancer des parcours. Voilà. Et donc, j'anime la table ronde de cet après-midi sur les innovations sociales. Enfin, et on a un panel de jeunes. Alors, quand on dit jeune, Alpha, c'est un état d'esprit, hein, on est d'accord? Oui, ok. Non, parce que j'ai une petite discussion avec Ralph, et voilà. Je vais m'asseoir aussi, parce que voilà, on est ensemble. Si, n'hésitez pas à vous rapprocher, voilà, si vous vous sentez un peu loin, sur les côtés. Et du coup, est-ce qu'on peut se présenter? Du coup, Louis, tu peux commencer peut-être? Bonjour à tous, je m'appelle Louis Roncin, je suis le créateur et le gérant d'une entreprise d'insertion par l'activité économique en Normandie. J'ai 38 ans et je suis lanceur et organisateur de parcours Alpha Couple en Normandie. Et dans la vie, tu es un peu ton parcours Je suis chef d'entreprise dans le bâtiment et je viens du monde industriel plutôt. Je suis ingénieur dans les gros projets industriels de l'industrie lourde, notamment dans le secteur minier. Et puis j'ai fait un virage dans ma vie professionnelle pour trouver ou fonder un boulot qui a un sens. Merci. Ralph, peut-être. Ça marche? Bonjour messieurs, dames. Alors, moi c'est Ralph, j'aime beaucoup parler au micro. J'ai 30... Il faut donner notre âge et tout? Non, pas forcément. D'accord, c'est bien. Moi j'exprime ma part de féminin, je garde mon âge pour moi. Et donc moi je suis associé repreneur de ce qu'on appelle une entreprise adaptée. C'est-à-dire que nous employons 80% ou plus de professionnels handicapés, soit qui ont été touchés par le handicap depuis leur naissance ou très jeunes, soit des professionnels qui ont eu un accident de la vie. Et notre métier est la production de films audiovisuels. Voilà, et c'est, parce que je pense qu'on parlera de foi, moi je suis arrivé là vraiment après une épreuve d'une extrême violence professionnelle et personnelle, et un abandon, une rencontre et un abandon pour moi, même si on est en territoire œcuménique, j'ose dire, avec Marie, la Vierge, et c'est une belle proximité avec le Seigneur. Donc, je m'appelle Martin Besson. Je suis le président cofondateur de Sansa, qui est une association qui veut briser et éradiquer les témoignages sur les personnes sans abri ou en situation de précarité, de manière à raconter leur histoire et à démontrer qu'une personne qui se trouve à la rue n'est pas forcément une personne alcoolique qui se détruit, mais qui a des rêves, des ambitions, des projets, et veut partager ça avec beaucoup de personnes. Et sinon, dans la vie, je suis étudiant en école de journalisme. Agi. Bonjour, donc moi c'est Agi, j'ai 28 ans et je suis la cofondatrice de l'association Sansa, dans laquelle je fais du coup les portraits que vous voyez, donc j'en fais les photos. L'idée c'est vraiment de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas ou à ceux à qui on ne veut pas forcément la donner. Et moi mon rôle c'est de montrer ces visages de la rue et de réhumaniser un peu cette population qui malheureusement devient de plus en plus invisible. Voilà. Et dans la vie de tous les jours, je travaille dans une association d'accompagnement à la scolarité à Mantes-la-Jolie. Merci. Bonjour, je suis Adrien Doré, donc cofondateur de la Caravane Dorée, avec mon frère. Donc Caravane Dorée, c'est une société de restauration, tout d'abord. Vous avez peut-être pu déjeuner chez nous ce midi ou demain midi. Donc on a monté Caravane Dorée il y a 2 ans maintenant. On a commencé par les food trucks ou camions restaurants, donc c'était un peu une mode américaine et on a commencé avec ça.
Aujourd'hui, on a 3 camions qui sillonnent Paris et la proche banlieue pour faire à manger à nos clients tous les midis. Et ensuite, on a dévié, en tout cas, on a amené notre marque sur une prestation de traiteur et des prestations privées pour des entreprises. Voilà. Et en fait, on a créé Caravane Dorée dès le départ parce que mon frère, comme moi, on travaillait dans des horizons différents. Moi, je travaillais dans l'énergie. Mon frère est paysagiste. Et en fait, on avait des modèles de société qui nous convenaient pas vraiment, on va dire, qui en tout cas prenaient pas forcément l'humain en compte. Et du coup, on a décidé de monter Caravane Dorée en parallèle de nos activités professionnelles. Ça a duré pendant 1 an et demi comme ça. C'était un peu compliqué de gérer des équipes à distance et ça fait 6 mois maintenant que j'ai arrêté mon travail pour me consacrer donc à cette jeune société. Et développer des affaires et notre politique responsable dont on va peut-être parler après. Voilà. Bonjour. Vas-y, essaye. Ah ouais? Tiens. Bonjour, moi je m'appelle Ismaël, je suis employé Caravane Dorée. Ça fait maintenant bientôt 1 an que je travaille avec Adrien et son frère. Moi je viens d'un milieu un peu particulier. En fait, je n'avais jamais travaillé de ma vie. J'ai été une grande période d'incarcération et à la sortie, je ne savais plus trop quoi faire et j'ai eu la chance de rencontrer Adrien et son frère et qui ont cru en moi, ont cru que je pouvais faire quelque chose d'autre de ma vie et donc ils m'ont emmené un petit peu avec eux et j'ai pu prendre conscience qu'en fait je pouvais donner autre chose aux autres et faire quelque chose de ma vie totalement différent. J'ai beaucoup fait de bêtises, ça tournait autour de l'argent. Ma préoccupation première, c'était gagner de l'argent. Je le faisais pas de la meilleure des façons, quoi. J'ai fait un peu de cannabis, des choses un peu comme ça, un peu illicites. Donc, je voyais pas comment je pouvais changer ma vie. J'ai 38 ans maintenant, j'ai été incarcéré à 33 ans. Pour moi, c'était pas perdu, mais c'était complètement bouché. Je pensais pas que un jour, j'allais faire une rencontre qui allait complètement changer mon état d'esprit et croire qu'autre chose était possible. Donc, je suis la personne qui a fait vos sandwichs aujourd'hui. Merci, c'était très bon. Merci. Merci. Et ouais, bah, maintenant, je suis plutôt heureux. J'ai moins d'argent, mais mon argent, je sais d'où il vient. Et ouais, c'est bien maintenant, je suis bien. Voilà. Merci. Alors, vous avez un petit peu présenté qu'est-ce que vous faites. Peut-être qu'on peut revenir dessus. Agi et Martin, c'est quoi votre leitmotiv à 100 ans? Alors, la leitmotiv, c'est rendre visibles les invisibles. Donc, c'est une phrase qu'on a trouvée un peu... Que j'ai trouvée. Oui, un con... Ah, je suis la seule femme, faut que je m'affirme là. Donc ouais, on a réfléchi à tout un concept qui a mis du temps à se mettre en place puisqu'on avait commencé en novembre et c'est vrai qu'au début tout ce qu'on faisait c'était plutôt autour des témoignages, donc des petits témoignages sur Facebook. Puis au début de l'année 2014, on a commencé à faire un site internet, on a mis vraiment en place des photos avec un portrait long et bien mis en place pour que les gens puissent découvrir ce que c'est Sansa, qui est Serge, qui est Philippe, qui est Johan, qui est Yves, et qu'ils puissent comprendre que la rue c'est pas effectivement une personne ou un type de personne, c'est tout le monde est différent et tout le monde a une manière différente de voir la vie et comment ils peuvent s'en sortir. Oui, en fait, en t'entendant, je me disais, mais finalement, les Sansa, ils sont pas sur Facebook ou ils sont pas... Si, détrompez-vous. Si. On est suivi par des sans-abri parce qu'ils ont accès à la technologie. Maintenant, je sais qu'on a des sans-a qui ont des iPhone 5S. Enfin voilà, et ils ont besoin en fait d'être connectés. Ils ont besoin et nous, je sais qu'ils partagent notre contenu. Ils viennent nous donner des retours, des idées. On leur montre aussi parce que du coup, ceux qui n'ont pas accès, c'est légitime d'aller leur dire voilà, votre tête va être sur Internet. Est-ce que vous en avez vraiment conscience? Parce que voilà, il peut avoir des enfants, on est là pour respecter le parcours des gens. Et du coup, on va prendre le témoignage, mais on va les faire relire et après on postera sur Internet. L'idée, c'est de montrer où ça va
et quel impact ça a aussi. Donc du coup, les gens qui viennent commenter sur le témoignage de Serge, ancien légionnaire, voilà, ça me touche, on va aller lui dire. Et c'est dans ce sens-là qu'on crée du lien, qui est lui-même invisible, mais du coup, il est là, il existe. Et quelle est la réaction des gens, enfin, sur Internet? Ils sont plutôt... comment ça se passe? C'est assez mitigé, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui vont réagir différemment en fonction de la nationalité, si c'est une personne... Oui, vous m'entendez? C'est bon? Donc on va y avoir des réactions différentes en fonction de la nationalité, de l'histoire de la personne, si c'est plus lié à l'alcool, aux drogues, au fait qu'elle ait souhaité quitter sa famille et la vie qu'elle avait parce que voilà, il y a une coupure avec la société. Mais globalement, c'est déjà arrivé que des personnes disent Joe, si tu lis ce message, tu peux venir chez moi en Bretagne, viens te reposer, on pourra aller pêcher, on pourra aller faire des choses. Et on leur dit, après, est-ce qu'il y a une véritable une étape qui est franchie dans ça? Bah, pour le moment, ça n'a jamais été le cas, mais on espère que ça le sera dans le futur. Est-ce qu'on peut revenir, Louis, sur donc l'activité? Est-ce que tu peux nous en dire plus finalement? Comment ça se passe? Alors, j'ai créé donc l'entreprise dont il est question il y a 5 ans, en réponse à un appel, je pense que j'ai reçu. Je travaillais aux Pays-Bas où l'exploitation mercantile des forces vives de la nation est érigée en modèle de moralité. Et je me suis dit, j'ai lu dans l'Évangile, ne faites pas de la maison de mon père une caverne de voleurs et de marchands. Et l'entreprise est la maison du Père aussi, d'une certaine façon, c'est-à-dire un lieu où l'être humain doit pouvoir s'épanouir, progresser, trouver un sens à sa vie et puis trouver sa position sociale. Puis j'avais rencontré 2 ans auparavant un ami qui m'avait dit, voilà, j'ai monté une entreprise dans le bâtiment, on fait de la rénovation. On rénove des appartements, etc. Et on en profite pour prendre un salarié sur 2 qu'on ramasse dans la rue, la sortie de la prison, ou qu'on ramasse dans toutes les associations qui s'occupent des exclus de la société. Et ce binôme du chef d'équipe qui accompagne son apprenti, ou son boulet, comme on peut dire, ou son cassos, suivant les expressions, ce binôme en fait permet à l'un de percevoir la fragilité de la personne la plus faible et à l'autre de se reconstruire en fait par l'exemple, une sorte de forme de paternité qui s'instaure. Et voilà. Et donc 2 ans après, entre deux travails, la crise de 2008 étant arrivée, je me retrouvais sans travail. Je me suis dit c'est peut-être l'occasion de les rappeler. Et puis donc j'ai décroché mon téléphone et je suis tombé sur un répondeur. Et puis il m'a rappelé le lendemain. Et il m'a dit en entendant ton message, où je disais juste rappelle-moi, je savais que tu allais nous rejoindre parce que ça faisait 2 ans qu'on avait lancé une ligne, qu'on attendait que tu la mordes. Donc voilà. Donc je les ai rejoints. Ils avaient déjà une structure, 3 structures à Paris et m'ont proposé de m'aider à le monter en Normandie. Le modèle, c'est de dire on peut être une entreprise du secteur classique, secteur marchand, on peut en même temps avoir un travail, investir dans l'être humain, avoir un travail qui a un sens. Pour cela, il y a deux choses qu'il faut, c'est accepter de modérer sa rémunération, sinon c'est pas viable économiquement. Et la deuxième chose, c'est surtout ne jamais en parler aux clients. Donc vous ne serez jamais mes clients, parce qu'on n'en parle pas, parce que sinon on n'a pas de travail. C'est-à-dire que dire je mets chez vous à faire votre cuisine ou votre salle de bain ou votre chambre des personnes qu'on a ramassées sur le trottoir, et vous allez avoir une chambre ou une cuisine ou une salle de bain qui sera bien meilleure que les concurrents, ça passe, en fait ça passe jamais. Ils sont d'accord pour tondre la pelouse ou tailler la haie tout au fond du jardin, et là ils sont très fiers de raconter à leurs voisines, regarde, j'emploie des gens... des paumés, et donc voilà. Mais quand il s'agit de rentrer chez les gens et puis de leur faire un travail de qualité, ils ne croient pas que c'est possible, et surtout ils disent est-ce qu'il faut que je rentre l'argenterie, que je cache tout, est-ce qu'il faut que je sois là en permanence parce que sinon ils vont piller ma maison. Voilà, donc ça, la barrière, c'est ne pas en parler aux clients et d'être dans le secteur classique. C'est un avantage, c'est dès le premier jour, la personne qu'on a ramassée et qu'on met au travail, en fait, se retrouve dans des conditions réelles de chantier. On ne triche pas avec elle, elle est considérée comme un ouvrier de l'entreprise sans qu'il y ait une différence. Et ça, c'est
on le sentait, mais on ne l'avait pas vécu. Et après l'avoir vécu, on se rend compte que c'est vraiment nécessaire à l'épanouissement, à la construction de l'individu dans l'entreprise. L'objectif étant non pas de les aider, mais de les mettre dans des conditions réelles de l'entreprise pour qu'à la sortie de chez nous, puisqu'on les garde maximum 2 ans, ils soient capables de participer à l'activité économique de notre pays, qu'on appelle vers l'emploi durable. Notre objectif, c'est de les prendre là où ils en sont et de les emmener vers l'emploi durable aussi rapidement que possible. Donc si c'est 3 mois, c'est 3 mois. Si c'est 2 ans, c'est 2 ans. Et aujourd'hui, vous êtes une équipe de... Alors aujourd'hui, sur l'ensemble du réseau, on est 80 personnes, dont la moitié en insertion. Moi, je m'occupe d'une des entreprises que j'ai montées, où on est 12, dont la moitié en insertion. Voilà, donc il y a tout type. On a Barek qu'on a récupéré parce qu'il se levait à 4 h du matin pour aller transporter des salades à Rungis, et puis qui, 1 an après, avait déjà un véhicule de fonction, et 2 ans après, encadrait à son tour une personne en insertion, qui à Paris, pour ceux qui connaissent un peu Paris, donc ça fait 6 ans qu'on l'a, n'est jamais arrivé en retard une seule fois. Donc pour ceux qui connaissent Paris, c'est vraiment une prouesse personnelle, un engagement total. On a Joël, qui est une personne qui m'a supplié de le sortir d'un CAT ou d'un ESAT, c'est-à-dire un centre où on s'occupe des handicapés, ça s'appelle le milieu protégé, où il n'a aucune obligation et aucun droit. Pendant 1 an, il m'a supplié, les ZAD ne voulaient pas le lâcher en disant si on le lâche, il sera foutu. Et puis on les a un peu forcés, on l'a pris, et puis maintenant il est salarié à plein temps chez moi, comme un salarié classique, alors qu'il ne parle pas, il ne peut pas apprendre, et puis il est très maladroit, mais il a pris sa place dans l'entreprise. L'objectif n'était pas de le garder, mais il s'est trouvé que les autres salariés ont réclamé de le garder définitivement, parce qu'il apportait un peu d'humanité avec sa fragilité. On a des tas d'exemples, hein. C'est hallucinant ce qui se passe. Quand l'économie ne va pas très bien, on se rend compte que le social de l'entreprise prend beaucoup plus d'ampleur. Voilà. Peut-être qu'on va s'en garder un peu sous le coude. Pardon. Adrien, oui. Comment ça s'est passé cette caravane dorée? Enfin, est-ce que c'était lors d'une rencontre avec le... Enfin... Ah bon. Oui, en fait, caravane dorée... Comment dire, caravane dorée, moi je rejoins un peu mes collègues sur l'idée où en fait, effectivement, je pense que c'est important que des valeurs, et notamment des valeurs chrétiennes, puissent se ressentir à la fois dans le personnel, dans le privé, mais aussi dans l'entreprise. Et aujourd'hui, nous, on avait du mal à trouver des modèles de société qui prennent en compte l'humain, qui prennent en compte des valeurs de travail, qui prennent en compte des valeurs d'ouverture, des valeurs importantes, en tout cas pour nous, des valeurs d'accueil, qui sont quand même, en tout cas pour moi, des valeurs qui ont été acquises par ma famille et par du coup mes antécédents, enfin en tout cas ma religion. Et ça, aujourd'hui, je trouve qu'on ne le voit pas dans le monde de l'entreprise. En tout cas, on ne le voit pas assez. Moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, en tout cas. Donc, à partir de ce constat-là, on s'est dit que si on ne le voyait pas autour de nous, il fallait essayer. Et on a essayé. Donc, on a monté Caravane Dorée il y a 2 ans. Et aujourd'hui, on en est là où on en est, ce qui est pas mal. On a créé 3 emplois à temps plein. Donc, on va essayer de travailler beaucoup sur une politique de ressources humaines qui favorise la mixité. Donc que ça soit une mixité homme-femme. Aujourd'hui, on a autant de garçons que de filles chez nous, avec les mêmes niveaux de responsabilité, les mêmes niveaux de salaire. Que ça soit une mixité aussi, comment dire, une mixité... qu'est-ce que je voulais dire? Peut-être qu'Isma va pouvoir rebondir. En fait, je pense que la mixité dont parle Adrien, c'est surtout... des gens qui viennent d'horizons complètement différents, qui n'auraient pas pu se rencontrer dans un autre espace que Caravane Dorée, quoi. Moi, ma collègue, elle vient de Suisse, c'est une grande famille de Suisse, et tous les jours, je travaille avec elle, et on échange sur nos vies, on est d'une autre planète complètement, c'est l'impression que ça peut donner des fois, quoi. Mais on avance tous ensemble, et on arrive à créer quelque chose, et cette émulsion-là, c'est le fait que nos patrons croient en nous et qu'ils ne sont pas passés par des canaux ordinaires ou ce qu'on a l'habitude de voir. Par exemple, moi, je n'ai pas proposé de CV ou quoi que ce soit, quoi. C'est une rencontre, ils ont parlé avec moi, ils ont pu détecter quelque chose de, je ne sais pas, de positif ou peut-être une envie. Je ne saurais même pas le définir moi-même, quoi. Parce que j'étais complètement perdu à cette époque.
Justement, je vais en profiter pour rebondir là-dessus, où effectivement je rejoins Ismaël sur le fait que ce qu'on va favoriser, c'est la mixité, et c'est aussi une mixité sociale. Donc on vient d'un certain milieu social, aujourd'hui on s'est aperçu aussi que les gens avaient très peu l'habitude de côtoyer d'autres milieux sociaux, ou en tout cas de les connaître, ou en tout cas de s'intéresser à des milieux qui peuvent être différents, soit supérieurs, soit inférieurs. En tout cas, il n'y a pas de niveau de supériorité ni d'infériorité, surtout en fait. Mais en tout cas, l'idée, c'était vraiment de favoriser des rencontres et de favoriser une mixité professionnelle. Typiquement, Ismaël parlait d'Hélène tout à l'heure. Hélène qui vient d'une grande famille suisse, qui vient de finir l'école hôtelière de Lausanne, qui était en stage chez nous il y a 2 ans et qui aujourd'hui est embauchée par Caravane Dorée. Voilà, ce qu'elle va apporter à Ismaël, c'est beaucoup de choses, beaucoup de compétences, beaucoup de savoir-faire, parce qu'effectivement, elle a fait 8 ans d'études dans l'hôtellerie, donc a priori, elle connaît son métier. Et en même temps, Ismaël va lui apporter plein de choses différentes. C'est des choses qui sont des qualités, alors c'est peut-être pas des choses qu'on apprend à l'école, mais c'est des choses qui sont importantes pour une société, que ça soit de la débrouillardise, que ça soit de l'honnêteté, que ça soit quelqu'un qui est à l'heure, que ça soit voilà, des qualités qui sont finalement plus importantes qu'un diplôme. Et l'idée, c'est de se faire rencontrer des gens comme ça. Et souvent, finalement, on s'aperçoit que ça donne des belles choses. Et c'est comme ça qu'a priori, on espère que la société va avancer, et en tout cas avancera mieux. Voilà, donc on essaye à la fois de gagner de l'argent, parce que c'est quand même la clé de notre business. Il faut qu'on puisse créer des emplois, sinon ça ne sert à rien. Et puis on est assez transparent sur les chiffres, donc ils savent très bien quand ça ne va pas très bien, ils savent très bien quand on gagne de l'argent. Donc on va les responsabiliser là-dessus. Pour nous, c'est important qu'on gagne de l'argent, et en même temps, c'est important qu'on fasse des choses importantes, qu'on fasse des choses qui soient en relation avec nos valeurs, voilà, qui sont a priori des valeurs chrétiennes, effectivement, de par tradition. Mais voilà, Ismaël El Khelil, avec son nom et son prénom, je pense que vous avez bien compris qu'il n'était pas forcément d'origine chrétienne, mais c'est justement ça qui nous intéresse, et je pense que notre religion apporte, ou en tout cas amène à accueillir les autres, amène à chercher à découvrir le prochain, et toujours avoir les bras ouverts a priori, en tout cas pas de mauvais a priori, parce qu'effectivement, comme il vous le disait, il sortait de prison. C'est assez rare qu'un recruteur parle déjà à cette personne-là, en fait, juste parce qu'il sort de prison. On a appelé le juge qui suivait Ismaël, etc. Elle n'avait jamais parlé à un employeur. Donc elle est chargée de suivre un détenu à la sortie de prison, elle n'avait jamais parlé avec un employeur. Donc, et elle a 45 ans. Donc ça peut poser des questions, et effectivement, voilà. Et c'est pas une main tendue que nous on va tendre forcément, c'est ça aussi sur lequel je voulais, un point important. Nous on tend pas forcément la main en fait. On est ouvert à des propositions, mais c'est Ismaël qui est venu nous voir. C'est Ismaël qui est venu nous voir, qui a tendu sa main pour qu'on la prenne. C'est pas du tout l'inverse, quoi. Et ça, c'est important parce que c'est une volonté qui vient de la personne, et que ça soit les SDF dans la rue. Il y a des gens très bien. Donc nous, on a un projet autour de ça. On en parlait tout à l'heure. Mais voilà, il y a des gens très bien. Après, il faut vraiment que ça vienne de la personne en elle-même. Et Ismaël, c'est pas nous qui lui avons tendu la main, c'est lui qui a fait 80% du chemin. Et nous, juste un tout petit peu plus, quoi. Voilà. Pardon ? Comment a-t-il fait ? Ça, je vais lui laisser rebondir là-dessus. Mais pour être honnête, on se connaissait de loin, mais on se connaissait quand même personnellement. Je pense que c'est un état d'esprit aussi. Je pense qu'on a tous, à certains moments, envie d'avoir une seconde chance, ou en tout cas de changer de vie, ou de se réorienter. Mais si on n'a pas d'employeur en face qui nous regarde, si on n'a pas juste quelqu'un qui regarde, qui te regarde de façon normale, qui ne te regarde pas avec un regard biaisé, avec un regard de complaisance, parce qu'Ismaël, j'ai exactement les mêmes exigences qu'avec Hélène. Hélène, a priori, sur le papier, elle pourrait s'en sortir mieux. Au final, c'est pas forcément le cas. Et juste parce qu'il va se donner, peut-être, il va faire plus d'efforts, mais en tout cas, il va se donner les moyens d'y arriver. Et je pense que, après, c'est plus à Ismaël de parler de ça. Ismaël, est-ce que tu veux nous dire comment, pourquoi tu as frappé à la Caravane Dorée ? Déjà, la prison, c'est une souffrance. Est-ce que tu peux mettre ton micro comme ça ? Ouais, voilà, okay. Ça, ils t'entendent bien, les gens. Donc moi, c'était une souffrance. Ma vie avant l'incarcération, c'était comme
dans le brouillard, quoi. J'avais mon argent, je m'amusais, je voyais pas plus loin que ça, quoi. Et puis j'ai eu un enfant et j'ai été incarcéré tout de suite après. Et ça a été une grande souffrance. Je suis resté 3 ans et demi incarcéré à Fleury-Mérogis. Et la première année, j'ai pas trop réfléchi. Mais après, j'ai commencé à faire un peu d'introspection en cellule. Je me sentais de plus en plus décalé par rapport aux gens autour de moi. Et je pense que ça a été un moment de ma vie où peut-être l'âge, ou peut-être le fait d'avoir un enfant, je sais pas. Il a fallu que je recherche autre chose, il fallait que je change de vie. Et pourtant, j'avais aucune compétence, j'ai aucun diplôme, j'ai jamais travaillé. Donc, moi, au fond de moi, j'étais sûr de pouvoir faire quelque chose. Et j'avais cette idée-là en tête quand je suis sorti de prison. Mais quand je suis sorti, je savais pas si j'allais aller à gauche ou à droite, ou je savais pas. Et en fait, j'ai eu la chance par le relationnel. C'est un de mes frères qui connaissait son frère. J'ai pu les rencontrer comme ça. Et pour moi, les employeurs, c'était pas quelqu'un auquel je pouvais me mettre en face d'un employeur et lui expliquer oui, j'ai 38 ans maintenant, je n'ai fini avec ma vie d'avant. J'étais pas crédible, quoi. Un employeur lambda qu'on peut imaginer, un employeur ordinaire, jamais, je pense pas qu'il me donnerait ma chance. Et le fait que le déclic pour moi, c'était rencontrer des gens qui croyaient foncièrement que je pouvais faire quelque chose de bien. C'était pas le papier qui parlait, mon passé qui parlait, c'est de personne à personne, quoi. C'était surtout ça qui m'a vraiment conforté dans l'idée que j'avais que je pouvais faire quelque chose d'autre, quoi. Et comment ça s'est passé au début? Parce que j'imagine que tu t'attendais peut-être à autre chose, ou ça peut-être Non, je savais que ça allait être dur, je savais que j'avais aucune compétence, mais comme l'a dit Adrien, j'ai mis les bouchées doubles, quoi. Et je pense que quelqu'un qui croit qu'il peut faire autre chose, il n'y a rien qui peut l'arrêter, vraiment, quoi. Moi, la restauration, à part cuisiner en cellule, j'avais rien fait, quoi. Et j'ai appris, c'est des gens compétents, c'est des gens qui ont de la patience aussi, parce qu'il y a eu des moments difficiles, et je suis plutôt débrouillard, c'est ce que j'ai mis en avant au départ, et tout ce que j'ai pu tirer de compétences, entre guillemets, de ma vie d'avant, et j'ai essayé de l'appliquer à ma nouvelle vie, et pour l'instant ça marche. Amen. J'ai une bonne anecdote là-dessus. Ah. Pour rebondir sur ce que disait Ismaël, sur les compétences qu'il avait acquis dans la vie d'avant, etc. C'était juste une petite anecdote, hein, c'est vrai que tout de suite quand il est arrivé, en fait, on lui a donné la responsabilité de gérer l'argent de Caravane Dorée. Donc carrément, ouais. C'était un peu qui tout double, hein, soit on voyait plus rien, soit il restait. Mais l'idée, c'est que dans sa vie d'avant, il gérait de l'argent, et il le gérait a priori bien. Donc il avait de l'argent, donc moi je lui ai dit a priori tu sais le faire, donc tu vas le faire pour nous comme si c'était pour toi. Et donc en fait ma carte bleue c'est comme ton compte en banque, donc tu vas faire attention à moindre centime. Et aujourd'hui, même s'il y a encore des efforts à faire, hein, mais aujourd'hui quand même c'est vrai que moi j'ai pleine confiance en lui, et surtout je sais qu'il saura déceler s'il y avait des vols autour de nous, je sais que c'est quelqu'un qui a ces compétences-là et qui sait gérer de l'argent et qui sait faire attention et qui a la valeur de l'argent surtout. Parce que l'argent c'est important, et l'argent ça vaut ce que ça vaut, et en tout cas il sait ce que c'est, quoi. Et il sait ce que c'est que de ne pas en avoir, il sait ce que c'est que de perdre un billet. Et dans la restauration, vous le savez autant que moi, un centime c'est un centime, et une goutte d'huile c'est une goutte d'huile. Donc il faut faire attention à tout, et c'est un poste très 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 stratégique chez nous, et c'est Ismaël qui le gère. Voilà. Bravo. Ouais. Ralph, est-ce que tu nous as parlé qu'il y avait une rencontre qui s'était passée? Est-ce que tu peux nous témoigner un peu plus comment ça s'est passé pour arriver à faire travailler des personnes dans le handicap? Finalement, comment Dieu est intervenu dans tout ça? Moi, je suis très touché par les témoignages des uns et des autres. Et au moins, pour essayer d'être légèrement sincère avec la salle, vous avez la personne qui va vous parler là, maintenant, là. Elle est en plus dans un moment de sa vie où elle
Normalement, elle sait être drôle, mais là, elle est dans un moment de sa vie où elle se sent perdue, et ça vous arrive peut-être parfois, et même profondément travaillée par le Seigneur sur ce qu'il attend de lui, en fait. Et, notamment avec la société extrêmement dure et violente dans laquelle on est. Et donc j'ai été très touché par ce que tu fais, avec ton frère. Vos photos, elles sont magnifiques. Et moi, j'aurais aimé dire que je me suis réveillé un matin et que je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire travailler des personnes handicapées, j'ai un cœur énorme et tout, mais c'est pas ce qui s'est passé, quoi. Donc tu peux nous raconter? Je vais dire ça, et puis je donnerai un peu de manière radicale le fonctionnement de notre entreprise. Et parce que je voulais, en fait, j'ai cette pensée que j'ai partagée avec toi tout à l'heure, où en même temps je suis très embêté parce que quand on est dans des assemblées comme celle-ci, ou qui sont acquises, ou en plus alors on partage la même foi, donc déjà c'est génial parce qu'on est dans le club commun quand on partage la même foi. Alors, pas tous, mais même si, mais déjà quand on est dans le club, alors si en plus on fait de l'insertion sociale et qu'on travaille avec des personnes fragiles ou des personnes handicapées, alors là on a double score, quoi. Mais n'empêche que chaque jour, sans doute tout comme vous, moi je croise des tas, notamment en ce moment, c'est un sujet qui me parle, je croise des tas de gens dans la rue. Et n'empêche que quand je les croise, même si je leur parle ou que je leur donne un peu d'argent, je les fais pas rentrer chez moi, je leur donne pas à manger, je leur propose pas ma douche, je vais visiter personne dans les prisons. Ton témoignage m'a vachement touché. Enfin voilà, donc ouais, c'est super, je travaille avec des personnes handicapées, mais comme tu as dit tout à l'heure, dans une boîte où il faut faire aussi de l'argent, où il faut produire du bénéfice, parce qu'on a été très éduqués avec, il faut montrer qu'on est des chrétiens responsables, donc un chrétien responsable, c'est un chrétien qui fait de la rentabilité, parce que c'est quand il fera de la rentabilité qu'il aidera mieux son prochain. Mais est-ce que je vis vraiment les mains ouvertes, quoi? Donc en ce moment, moi j'étais très gêné d'intervenir à cette table ronde, et parce que j'avais deux speeches en tête. J'avais mon speech bien préparé sur qu'on va faire en 30 secondes. Nous, on a une entreprise adaptée et on fait travailler 80% de personnes handicapées physiques et psychiques, des gens qui sont touchés depuis l'enfance, ou alors des gens qui ont été touchés par un accident de la vie. Nous sommes une entreprise très engagée. En plus, nous sommes même engagés statutairement, parce que contrairement à d'autres entreprises, on s'est inspiré de la doctrine sociale de l'Église et on distribue nos bénéfices en 4 quarts. On garde un quart, c'est réel, hein, c'est dans les statuts. Hein. On a un quart qui reste dans l'entreprise, un quart seulement pour les actionnaires et dirigeants, un quart pour les salariés, puisque sans les salariés, pas de richesse, et un quart que la doctrine sociale de l'Église, si elle va jusqu'au bout, appelle la part du pauvre, et qui est reversée à des associations et des gens qui s'engagent dans des... Voilà. Donc voilà, et dans les personnes avec lesquelles... Non, justement, faites pas surtout pas ça, je fais exprès de faire le speech en disant c'est facile de venir dans un speech, et tout ce que je vous dis est vrai. Mais n'empêche qu'on est, ça s'appelle Parcours Alpha, Start-up de Dieu. Je pourrais dire exactement ce que j'ai dit dans une école ou dans un groupe non-croyant ou chez les francs-maçons, mais je suis... au milieu de gens qui sont, même si c'est œcuménique, même s'il n'y a pas que des croyants, et même s'il y a des croyants d'autrefois, justement, les croyants d'autrefois, je pense, peuvent comprendre ça aussi. Mais quand on se met sur le regard de Dieu, voilà. Moi, la réalité, c'est que, en ce moment, quand je regarde partout autour de moi, j'ai l'impression de ne pas faire grand-chose, et d'être le premier concerné. Si les milliers de chrétiens de France vivaient vraiment l'évangile, on verrait pas cette misère autour de nous. Donc en tout cas, on ne vit pas l'évangile dans sa radicalité. Et moi le premier, c'est tout. C'est pour ça que c'est gênant, et même avec des projets super beaux comme ça, on peut vite dire, mais comment je suis arrivé là, pour remettre un peu le Seigneur ici.
peut-être que mon discours est biaisé parce que moi, j'ai pas fait un engagement comme vous dès le début et qu'au départ, moi, j'ai surtout souhaité m'enrichir. Donc, j'ai créé une boîte dans l'énergie parce que j'espérais faire fortune. Et puis, en fin 2010, j'étais pas si loin puisque ma boîte valait 100 millions d'euros. Ah oui. Donc, c'était pas mal. Hein. En tout cas, peut-être pour certains, c'est pas beaucoup. Pour moi, c'était beaucoup. Et puis, il y a eu un changement législatif parce que le gouvernement français, toutes couleurs confondues, aime prendre des décisions parfois stupéfiantes. Mais je mets ça, moi, sous le regard de Dieu. Je pense que peut-être j'étais pas prêt aussi. Que si ça avait marché, je serais peut-être resté éloigné. Je serais peut-être resté dans mon confort, parce qu'on est vite dans le confort. Et donc la même année qui a été pour moi l'année 2011, ce changement de loi a fait faire faillite à mon entreprise. Et dans la foulée, j'ai C'était une entreprise de quoi alors? D'énergie. Photovoltaïque. Ouais, exactement. Voilà. Et j'ai perdu mon père en 15 jours de manière assez tragique. Et après, j'ai fait une énorme descente aux enfers, une très grosse dépression, très profonde. Et donc, moi, je suis un récent converti. J'étais un athée total jusqu'en 2008. En février 2008, j'ai vécu une conversion avec le Christ. Mais dès que je rentrais dans une église et que j'entendais des catholiques, alors ici, il y a des protestants, donc ils seront d'accord avec moi, mais en tout cas, les catholiques, quand j'entrais dans une église et que j'entendais des gens faire le chapelet, ça me faisait hurler et je quittais l'église. Parce que je me demandais comment on pouvait faire une prière de demeurer pareil, à répéter 10 fois la même phrase. Je trouvais ça d'un ridicule improbable. Et puis, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, Marie a touché mon cœur en décembre 2012. Et moi, c'est ça en tout cas qui m'a amené à ce projet d'entreprise aujourd'hui, c'est quand j'étais complètement perdu, sous terre, et je me souviendrai toujours de cette prière où je savais plus quoi faire, et auprès de la Vierge, je lui ai dit ferme et ouvre les portes pour moi dans ma vie. Elle a d'abord fermé les portes sévèrement. Et puis après, elle a ouvert des tas de portes. Et quand, en tout cas, dans la foi catholique, j'entendais dire que Marie nous conduit au Christ. J'avais rencontré le Christ, mais je ne m'étais jamais abandonné à lui. Et après m'être abandonné à Marie, je me suis abandonné au Christ. Et c'est ça qui m'a conduit à Séquence Clé, qui est une aventure inattendue, mais pour donner un ou deux exemples de choses miraculeuses que le Seigneur peut faire dans la vie des gens, je vais citer juste rapidement 2 cas de gens qui travaillent chez nous. On a un de nos réalisateurs, puisque donc nous on a une douzaine de salariés à temps plein et on fait travailler entre 20 et 30 intermittents par mois qui sont dans le même, et les intermittents aussi, entre 80 et 100% ont un handicap physique, soit un handicap psychique. Et je pense à ce gars qui était parce que la vie peut nous choquer parfois, et voilà. Et c'était un gars qui dirigeait une chaîne de télé, qui était un super réalisateur, un super producteur, donc je ne vais pas citer son nom ici. Tout allait bien, il avait 40 ans, la vie est facile pour lui, il va en vacances en Corse avec sa femme. C'était un fan des plongeons de grande hauteur. Puis il escalade la falaise, il chute et il s'est écrasé sur les rochers. Et il est devenu paraplégique. Et donc lui, il ne le dit pas comme ça parce qu'il n'est pas croyant, mais maintenant il remarche. Après avoir passé 10 ans dans un fauteuil, il a 50 ans, il remarche. Donc les médecins ne savent pas expliquer pourquoi. Lui, il est athée, et donc il dit c'est dingue un peu comment mon corps a réagi. Puis moi, je me dis tiens, qui sait? Sans doute que le Seigneur est pas loin, puisque je parle volontairement de ma foi, même avec ceux qui ne la partagent pas. Et puis, il fait un travail remarquable. Et ce que tu as très bien dit tout à l'heure, nous, ça a été très difficile au début dans cette entreprise de convaincre, parce que nos clients sont des grands groupes du CAC 40 ou assimilés.
Donc on a environ une centaine de grands groupes qui travaillent avec l'entreprise. Et au début, effectivement, leur dire vous allez faire vos films de communication interne, mais quand notre équipe arrive, elle n'a pas la gueule des gens de Publicis ou d'Avas. Ils arrivent et il y en a qui ne marchent pas droit, il y en a qui ne voient pas clair, il y en a qui n'entendent rien, et il y en a même, ils n'ont pas de main. Mais vous inquiétez pas, ils vont vous faire des films géniaux. Ben, ça fait un drôle d'effet. Mais on fait des trucs pas mal. Voilà. Merci. Est-ce que, Martin et Agi, est-ce que vous pouvez nous raconter, je sais pas, une rencontre, enfin, parce qu'il a dû se passer un truc avant de faire Sansa, de se lancer là-dedans. Alors moi j'ai trouvé très intéressant ce témoignage, ça m'a vraiment beaucoup touchée parce que du coup on parle de signes. Alors moi je suis de confession musulmane, donc ça me parle, même si voilà, je suis pas, c'est pas mon public, il n'est pas acquis pour le coup. Mais c'est vraiment une question de signes. Moi je pense que avant de commencer Sansa, pareil, j'étais perdue. Voilà, j'avais 28 ans, j'avais un travail, mais bon, bof quoi. J'avais pas vraiment de sens à tout ce que je faisais. Bon, je faisais de la photo, très engagée déjà à l'époque, mais je pensais pas pouvoir changer un peu la vie des gens. Voilà, on disait que j'avais du talent, c'est très joli et tout, sauf qu'on se suffit pas de ça. Et en rencontrant Martin, déjà je me suis dit, je vais jamais pouvoir travailler avec lui, c'est pas possible. Voilà, on a 10 ans d'écart, on vient pas du même milieu social, on n'a pas du tout le même caractère. Je me suis dit, c'est pas possible. Sauf qu'à un moment donné, il y a des choses qui se sont complétées. Et puis moi, je pense que c'était un signe, du coup, que Martin soit arrivé assez bruyamment dans ma vie, en cassant un peu tout autour de lui, d'ailleurs. Mais du coup, il m'a poussé dans mes retranchements artistiques. Et il m'a permis de me dire, voilà, à un moment donné, effectivement, on n'est pas pareil, mais on a un même intérêt commun. Voilà, ça aurait pu être les sans-abri ou autre chose pour moi, sauf que je pense que ce lien qu'on fait avec les sans-abri, il est, en tout cas de notre part, il est désintéressé. Donc, on arrive avec la philosophie de la main vide. On arrive et on leur dit, voilà, comment ça va? Est-ce que tu veux discuter avec moi? C'est tout. On n'a ni sandwich, on n'a pas d'argent, on n'a rien pour toi, mais on va te consacrer un bout de notre temps et puis aussi un bout de notre vie, du coup, parce que on est là dans un échange. Et les choses se créent autour de ça. Et les portraits, voilà, là on voit Patrick. Moi j'adore cette photo parce qu'elle est... Alors, je ne sais pas si Patrick il est sur l'écran. Non, on ne le voit pas, non, moi je le vois. On l'a sur l'écran. Donc moi je suis contente de le voir, personnellement. Ah, merci. Et les photos, elles arrivent à capter un moment clé de cette rencontre. Voilà, juste pour faire une petite dédicace à Jean-Marc Potvin qui est là, qui aime bien parler de rencontres. C'est ça, on est dans ça, on est dans la simplicité du moment et on veut retourner à ça parce qu'on a des vies tellement complexes aujourd'hui. On a des réseaux sociaux, on a plein d'amis, on a plein d'interconnexions qui sont géniales sur l'instant, mais qui nous apportent rien en fait. Et nous, cette rencontre qu'on fait à ce moment T, du coup, on les inscrit, on les grave dans la roche. On dit voilà, ça c'est Patrick, moi je connais son histoire et je veux vous la raconter. C'est ça. Et moi, ça a réellement changé ma vie. Je pense changer un bout de la vie des gens. Effectivement, je pense qu'on ne va pas révolutionner le monde. On est clair avec ça. Pas encore, comme dit Martin. Mais on peut essayer de faire bouger les limites. Voilà. Si elles bougent de 5 cm, elles vont bouger de 5 cm. Mais nous, on aurait fait un petit pas en avant. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Et nous, on se bat pour ça. Voilà. Je parle de manière très convaincue parce que je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas dire voilà, il y a de la misère dans le monde, où il y a plein de sans-abri, on est très sans. À un moment donné, il faut se battre. On est là pour se battre et pour les aider à se battre parce qu'effectivement, ils ont des histoires, ils ont des familles, ils sont pour certains très talentueux ou très intelligents. Voilà, moi je suis littéralement choquée de voir des gens qui parlent 5 langues dans la rue, qui ont des bacs plus. Et moi d'être là impuissante un peu du coup parce que
qu'est-ce qu'on leur apporte? Moi, constamment, je me lève en me disant, voilà, Sansa, c'est génial, les gens adorent le concept, mais qu'est-ce qu'on fait pour de vrai? On se rend compte qu'on fait des choses, elles sont minimes. Effectivement, là, à Noël, on va faire une distribution de chocolat, et du coup, on a sollicité des écoles pour faire des cartes de vœux, donc pour sensibiliser les jeunes, et on trouve le moyen de lire, mais ça se mange pas des cartes de vœux. Et du coup, moi, je lis ça, je me dis, oui, mais voilà, un sans-abri, il meurt pas de faim, dans Paris. Si nous, on peut apporter un petit bout de bonheur, voilà, c'est du chocolat. Moi, je trouve l'initiative littéralement géniale, parce que du coup, effectivement, ils en ont pas besoin. Mais, enfin, c'est des citoyens comme les autres. C'est des citoyens comme les autres, on va pas leur apporter ce qui est nécessaire. Voilà, tu vas manger ton sandwich au thon, ta bouteille d'eau, et c'est tout. Non, c'est des citoyens. Ils ont des envies, ils ont des rêves, comme disait Martin. Si tu as envie d'aller sur une île déserte et de construire ta cabane, bah, tu as le droit de le dire. Mais du coup, nous, on est là pour te permettre d'avoir cette place pour le dire, quoi. C'est peut-être rien dans les faits, mais je trouve qu'en fait, c'est l'essentiel. Est-ce que vous avez un conseil, parce que je pense qu'on croise tous des personnes qui vivent dans la rue ou sans A. Moi, je pense notamment, quand je vais à la messe le dimanche, voilà, il y a des gens qui font l'accueil. Et ouais, comment les aborder, voilà, parce que, bon, parfois, moi, je me dis, oula, lui, il a une tête bizarre, enfin, ou j'ai pas le temps, enfin... Ou on le sent pas, des fois. Ouais. Vous aussi, parfois, vous le sentez pas? Ouais. Ça arrive très fréquemment. Bah, vous m'entendez bien, c'est bon? Oui. On va prendre l'exemple de Serge. La première fois qu'on le rencontre, on regarde ses yeux, il y a la pupille. Ouais. C'est pas bon? Si, là, c'est bon. bon. Donc Serge a la pupille qui est énorme et une autre pupille qui est toute petite. Donc on a l'impression qu'il est sous drogue. Il parle vite, il parle très vite, ça part dans tous les sens. Il prend une personne à part, il lui raconte sa vie, puis il reprend une autre personne, il lui raconte sa vie. Et en fait, on se rend compte que c'est une personne qui a juste besoin d'attention et c'est sa manière de capter l'attention, de parler fort, de raconter des anecdotes, de rire. Il y a d'autres personnes qui sont très très calmes et qui s'expriment avec, voilà, avec sincérité, parfois avec grossièreté, mais c'est leur façon de s'exprimer et c'est la seule manière qu'ils ont. Donc c'est vrai que parfois, quand on rentre du travail, quand on va à un endroit, on est dans notre monde, on n'a pas forcément envie de discuter. Je comprends tous les Parisiens, Marseillais, ch'tis, puisqu'il me semble qu'il y en avait pas mal tout à l'heure. C'est vrai que c'est dur de discuter avec une personne qu'on ne connaît pas. Juste un bonjour peut lancer une discussion, un regard, un sourire. Mais ne pas baisser les yeux, ne pas avoir honte de regarder la personne, quoi. Affronter la peur de se dire bah, ça se trouve ça va être une mauvaise expérience, comme j'ai eu des mauvaises expériences avec certaines personnes dans la vie et pourtant aujourd'hui j'essaie de combattre les préjugés que j'ai eus pour avancer et pour me dire que les généralités ça n'existe pas, ça existe mais c'est pas une bonne chose et faut les combattre et d'aller voir les personnes sans abri que je peux rencontrer autour de chez moi. Par exemple, une anecdote, c'était j'avais rencontré une personne sans abri qui s'appelait Rodolphe à côté de chez moi dans le 17e. Je me suis très vite lié d'amitié avec lui, puis un soir je lui ai proposé de venir regarder un film chez moi, on a regardé un film et puis il est rentré après voilà, dans la rue, mais c'est vrai que je peux pas lui offrir mon appartement, sachant que je suis déjà tout seul étudiant, ça va être un petit peu complexe, mais de lui apporter du bonheur, de se dire bah écoute si tu veux on va se faire un sandwich, on se balade, on se fume une cigarette, on va regarder un film, bah, ça a beaucoup plus d'impact parce que c'est ce qui peut aussi lui redonner confiance pour avancer. Et aller de l'avant. Je pense juste pour rebondir, ça n'a rien d'évident d'aller voir quelqu'un qu'on ne connaît pas déjà de base. Et je pense qu'effectivement cette démarche, elle nécessite quand même une introspection, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure. Moi je sais que la première fois qu'on a fait une maraude, j'étais super excitée, c'était super et je suis rentrée chez moi en RER en pleurant.
Parce que ça a été violent, ça a été littéralement Tu peux violent. expliquer ce que c'est une maraude pour ceux qui... Oui, alors du coup une maraude, c'est avec Martin on va se promener, puis du coup on va parler aux sans-abri, donc voilà. Les passants nous prennent un peu pour des fous des fois, mais ou nous insultent, oui ça arrive aussi. Et du coup on va prendre des témoignages, et puis Martin prend les témoignages ou un de nos journalistes, et puis du coup moi je suis là, j'essaye de me faire la plus petite possible pour essayer de capter les moments clés de ce témoignage. Et du coup, je pense quand même qu'il faut remettre en cause plein de choses à l'intérieur de nous. Parce que en fait, ce qu'on voit dans la rue, c'est juste le miroir de notre société, et ça fait écho à nous, à la solitude. Qui ici peut me certifier qu'il s'est jamais senti seul dans la vie? C'est pas possible. Et c'est ça, un sans-aide, il va mourir, il va pas mourir de faim, il va mourir de solitude, il va manquer de lien social. Et c'est ça. Moi, je sais que quand on a parlé à Jean-Claude la première fois, voilà, il m'a totalement... j'étais une bouteille d'orangina, quoi. Il m'a secoué. Donc sur le coup, j'étais super contente parce que c'était une super rencontre. Mais bim, je me suis assise dans mon RER, et je me suis mise à trembler, et je me suis mise à pleurer, quoi. Parce qu'on se sent impuissant et on se dit, quelqu'un qui ne me connaît absolument pas m'a raconté sa vie, de A jusqu'à Z. Et ça, effectivement, sur le coup, c'est violent. Mais un an après, je ne vais pas dire que je suis insensible aujourd'hui, parce que du coup, j'ai réfléchi sur moi-même et sur la solitude et sur mon rapport aux autres, et ça permet d'évoluer. Mais du coup, c'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin. Merci. J'avais une question. Adrien, qu'est-ce que ça change d'être chrétien au final? Parce que j'imagine que d'autres font aussi un peu de ce type de réinsertion. C'est quoi la différence, Alors, je sais pas s'il y a une différence, et déjà, je trouve que c'est bien qu'il y en ait qui le fassent ou qui essayent de le faire. Après, je pense que les valeurs chrétiennes, ou en tout cas, mais qui rejoignent d'autres religions, normalement, en tout cas, très souvent, ou dans pratiquement tous les cas, les religions, ça apporte quand même des valeurs d'accueil, des valeurs d'ouverture, des valeurs de travail, des valeurs de pas voler, des valeurs qui sont assez essentielles peut-être, mais donc que ça soit des valeurs chrétiennes ou des valeurs d'une autre religion, je trouve que déjà le fait de les mettre en pratique et d'essayer, c'est important. Et même si c'est sans arrière-pensée religieuse. Après, je suppute que c'est effectivement mon éducation religieuse qui m'a amené à vouloir avoir un modèle de société différent, ou à vouloir en tout cas prendre en compte l'humain, mais parce que je pense que c'est un message, c'est un message du pape actuel, d'accueillir, que ça soit des immigrés, que ça soit des gens différents, en tout cas d'essayer d'avoir un esprit d'ouverture et d'accueil. Et je trouve que le pape l'incarne bien, et que c'est la moindre des choses d'essayer de faire la même chose dans sa vie professionnelle et d'essayer de les appliquer, quoi. Alors à petite échelle, parce qu'on fait ce qu'on peut, parce qu'on ne peut pas tout faire, et parce que souvent quand on veut faire trop grand, ça ne marche pas. Donc on y va doucement, mais je pense que voilà, c'est des valeurs qui se mêlent, qu'on comprend très bien et se reconnaît dedans, et c'est pour ça que ça marche. C'est des valeurs que d'autres personnes autour de nous se reconnaissent, qu'ils soient chrétiens ou pas. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai besoin que les gens autour de nous effectivement portent ces valeurs-là, qui moi me sont venues par mon éducation et par ma religion, mais qui pourraient venir différemment à d'autres. Mais en tout cas, je pense que c'est important qu'il y ait des gens qui ont encore des valeurs et qui essayent de les mettre en pratique, et d'essayer effectivement de gagner de l'argent, parce qu'on n'a pas forcément envie de vivre dehors, et qu'on a quand même besoin de gagner de l'argent pour vivre. Et tout le monde a besoin de gagner de l'argent, mais pour autant, voilà, essayer de le faire bien, et essayer de le faire comme voilà, de tendre la main à l'autre, quoi. Enfin, en tout cas, quand quelqu'un nous tend la main, de au moins la regarder, et au moins essayer de voir si c'est jouable, parce que de temps en temps, c'est pas faisable, parce que, comme Ismaël le disait tout à l'heure, on fait pas de recrutement au CV, on fait surtout un recrutement à la personnalité,
Et normalement, je pense qu'une société, c'est quand même un groupe de personnes. Donc normalement, il faut prendre en compte la personnalité des gens et il faut prendre en compte l'humain, quoi. Avant même son CV, avant même voilà, le reste. Et voilà. Louis, en tant que chef d'entreprise. Alors, nous, on a la conviction que la solidarité a été tuée le jour où elle est devenue obligatoire. C'est-à-dire qu'on vous prend votre argent et on vous dit, vous inquiétez pas, on va s'occuper de tout. Alors que la solidarité, elle devrait être naturelle. C'est-à-dire qu'elle devrait être la relation entre deux personnes. Et je pense que chacun de nous aimerait bien ou essaye de le vivre au jour le jour. Et à partir du moment où elle est devenue obligatoire, on a coupé le principe de subsidiarité de la solidarité. Et donc la solidarité est devenue sans âme et s'est effondrée toute seule. Et finalement, l'État ne fait qu'une seule chose, c'est dire à tous ces paumés de la terre, tendez-moi la main et je vous donnerai, ou tends la main et je te donnerai juste de quoi survivre. Mais pas plus, tu n'auras jamais plus. Parce que c'est pas juste par rapport à celui qui travaille, alors qu'en fait la justice, elle n'a rien à voir là-dedans. Et donc nous, notre conviction, c'est de dire l'entreprise a une vocation là-dedans. Et donc l'entreprise doit s'engager à donner une dignité à la personne humaine. Et donc la solidarité viendra de l'entreprise et des personnes, enfin pas de l'entreprise, mais des personnes qui sont dans l'entreprise et qui vont s'engager au service de la personne humaine. Alors pour que ça marche, il faut quand même que la Providence agisse. Après un an d'exercice, je faisais 240 000 € de chiffre d'affaires et puis j'avais plus de travail. Donc la semaine suivante, j'étais au bout de mes limites au niveau commercial. Et donc j'ai confié à la Providence et j'ai dit bon bah si vous voulez que ça continue, bah, il va falloir se bouger un peu les fesses. T'as confié ça comment? Dans la prière. Ah, simplement, dans la rue, j'ai dit voilà, si vous voulez que ça continue cette aventure. Et 9 jours après, j'ai un mec qui m'appelle, il dit vous me connaissez pas, je vous connais pas. Je viens de signer un gros marché dans les énergies renouvelables. Donc toi un peu. C'est trop gros pour moi et je vous propose de vous en confier un tiers. Moi, je faisais 240 000 € de chiffre d'affaires, c'est un marché pour ma part de 1 600 000 €. Imaginez le volume, et je viens de le terminer en fait. J'ai terminé la semaine dernière alors que c'était il y a 4 ans. Wow. Pendant 4 ans, j'ai travaillé pour ce type-là. J'avais un peu imaginé monter une entreprise respectueuse dans l'environnement, et il se trouvait que c'était un chantier de photovoltaïque, donc c'était un signe un peu marrant de la Providence. Et ce type, on est devenus amis. J'ai un copain séminariste qui a quitté le séminaire, et puis je lui ai envoyé, il l'a embauché. Donc il y a des liens qui ont été créés, etc. Donc ça m'a permis vraiment de faire un travail de fond sur l'insertion, d'embaucher plus de personnes. Donc on est passé de 2 à 18 en 3-4 semaines. Et puis voilà, on a monté. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, je pense que la Providence utilise n'importe quelle demande, comme elle a envie, pas forcément comme on attend, mais comme elle a envie. Et ensuite, la deuxième chose qu'on s'est dit, c'est la Providence doit aussi choisir nos salariés. Alors pas les salariés encadrants, ça c'est l'expérience qui les choisit, c'est l'envie, etc. Mais par contre les personnes dans la rue, s'ils viennent nous voir, c'est le premier qui vient, il faut qu'on le prenne, sinon c'est-à-dire qu'on est déjà en train de réfléchir à quel est notre intérêt. Et donc on a défini 3 critères. Est-ce que vous êtes volontaire? Est-ce que vous êtes apte physiquement? Alors volontaire, c'est pas nous qui définissons. Apte physiquement, c'est la médecine du travail qui nous dit. Et est-ce que vous avez réglé vos problèmes de dépendance? Parce que on considère que dans le bâtiment, le métier est trop dur pour pouvoir supporter un problème de dépendance, alcool, drogue. Et donc on leur demande de régler leurs problèmes avant et ensuite éventuellement d'être en période de soins, mais en tout cas on les prend que quand le problème, en tout cas la dépendance est réglée. Et à partir du moment où ces 3 critères sont remplis, la première personne qui se présente, on la prend considérant que c'est la Providence qui nous l'envoie. Et en fait on a des super surprises. C'est ça qui est marrant, j'ai un de mes associés qui m'appelle en disant « Ah génial, aujourd'hui j'ai pris un mec, mais tu verrais le boulet, mais le boulet, j'avais aucune envie de le prendre. Ah là là. Mais il n'y a aucun patron sur Terre qui le prendra. Mais je suis hyper content qu'il soit venu. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est notre boulot. Notre boulot, c'est de prendre justement celui que les autres ne prendront pas. Est-ce que c'est pas un peu de l'orgueil de se dire super, personne en veut, moi je vais le prendre? Non, parce que c'est la Providence qui nous l'envoie. Et justement, là où la Providence est marrante, c'est que la fois suivante, la personne d'après, parce qu'on a quand même un turnover qui est assez important dans les personnes en insertion, on a un turnover qui est quasiment nul sur les personnes d'encadrement, parce qu'une fois qu'ils ont accroché, ils sont fichus, ils peuvent tellement donner et tellement recevoir qu'ils ne partent plus. Bon, en plus, ils sont bien payés, mais c'est vrai que c'est vraiment le fond, c'est vraiment ça. Ils aiment ça.
Et donc la fois suivante, il m'appelle et dit je suis hyper déçu là, celui qui est arrivé juste après. Alors c'est sûr qu'on a du mal avec le premier, on le fait se laver tous les jours, il sent le pipi, c'est ignoble. En fait le mec il change pas d'habit, alors c'est normal, hein, c'est-à-dire qu'il a beau se prendre une douche tous les jours. Bon, et ben le mec d'après, mais il est parfait, il est nickel. Bah oui, mais justement, sa Providence a considéré que tu pouvais pas supporter 2 fois quelque chose de trop dur, donc elle t'envoie le suivant, un peu plus facile, un peu plus parfait. Et en fait, ça marche bien, ça. Et puis, j'ai une autre anecdote où la Providence... Donc, j'ai un chef d'équipe qui n'est pas très motivé par l'insertion. Il dit, écoutez, moi, le social, c'est pas mon truc. Je veux bien bosser pour vous parce que l'apprentissage, c'est mon truc. Je veux bien transmettre ce que je sais. Et souvent, c'est la difficulté. C'est comment la rupture de transmission est vraiment un problème dans notre société, en tout cas dans nos métiers. Et donc, lui, il est bon pour transmettre. Donc, je l'ai gardé pour ça. Et puis, ça faisait 1 mois ou 2 qu'il se plaignait d'un type. Le type était quand même régulièrement absent, un jeune en plus. Donc, c'est souvent délicat de remettre un jeune sur le trottoir. Enfin, surtout on peut investir longuement, donc on peut en profiter. Et puis voilà, et donc je lui dis, bon ok, ça fait 2 mois que vous en plaignez, moi il était absent, on le garde pas. Puis là il me dit, mais c'est quoi ces histoires, je n'ai jamais dit de pas le garder. Moi je me plains, parce que comme ça, peut-être qu'en fin d'année j'aurai une petite prime, mais en fait il n'est pas question, il était déjà dans la merde quand on l'a embauché, si pour le remettre, ça sert à rien, donc on va le garder, puis on va faire un bon gars. En fait, son attente n'était pas du tout que je réponde à sa demande, elle était juste de constater que c'était difficile, et puis par contre il a continué à investir, et puis ce type-là a eu un diplôme qu'on a payé, c'est-à-dire qu'on lui a payé une formation, il a acheté une voiture, il est parti de chez lui, il est dans un appartement, etc. Maintenant il revient tous les ans pour la fête de fin d'année, rouler un peu des mécaniques en disant regardez ma belle voiture, alors que c'était vraiment un paumé qu'on était prêt à remettre là où on l'avait pris. Alors par contre, je dirais la différence des associations ou de votre modèle économique, nous on a considéré qu'en fait la solidarité, ce que je vous disais au début d'intervention, la solidarité obligatoire, il fallait que ça cesse, et donc on a fait le choix alors même si on ne se passe pas vraiment des subventions, de pouvoir se passer des subventions. C'est-à-dire que les subventions liées à l'insertion par activité économique, c'est-à-dire au service qu'on rend à l'État ou à la société en prenant les personnes en grande précarité, ne dépassent pas, ne mettent pas en péril l'entreprise. Donc c'est entre 4 et 6% de notre chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien s'en passer. On prend l'argent parce qu'en fait ça nous permet de réinvestir et puis de rémunérer les personnes, mais disons que c'est pas ça qui fait qu'on peut vivre. Et grâce à ça, en fait, on est vraiment libre. C'est-à-dire qu'on est libre de faire ce qu'on veut avec l'argent parce qu'on n'a pas de justification à donner. Donc ça permet de payer correctement les salariés, de payer un permis s'il faut, de passer plus de temps. Moi, je paye une personne qui gère tous les problèmes périphériques à l'emploi, c'est-à-dire le problème de logement, d'endettement, de famille, de soins, de connaissances, maîtrise, d'écriture, lecture, etc. Et donc cette personne-là est payée avec l'argent de l'insertion. Si jamais ça dépassait, je dirais, mes capacités financières, les subventions, je ne pourrais pas, en fait, j'aurais d'une certaine façon des comptes à rendre. Nous, on a considéré que le monde économique n'avait pas de compte à rendre à nos financeurs, qui sont essentiellement la direction du travail, en disant, en fait, votre truc, votre argent, en fait, vous pouvez le garder parce que nous, on préfère perdre de l'argent que perdre notre âme. Donc toutes vos exigences, d'espèce de bouillie d'exigences sociétales, sociales, voilà nos attentes, est-ce que vous avez pris en compte la notion de parcours, enfin tous les trucs qu'ils essayent de nous vendre. Et en fait, eux, ils n'ont jamais rien fait de leur vie. Moi, je ne critique pas les fonctionnaires, mais ils n'ont jamais rien fait. Ils n'ont aucun fait d'armes, ils n'ont rien. Le jour où ils se retournent, quand ils se plaignent, en disant « Ah ben, vous comprenez, c'est dur mon boulot et tout. » Je dis « Mais vous avez voulu faire quoi dans votre vie ?»« Ah ben, à l'inspection du travail. » Je dis « Vous avez voulu une vie de merde, vous l'avez, alors venez pas vous plaindre. » Et donc du coup, en fait, ces gens-là, parce que en fait, ils sont forts ces gens-là. Ils vous bouffent et puis ils vous volent votre âme. Et donc, parce qu'on est libre et parce qu'on sait ce qu'on veut et qu'on a des faits d'armes, on a sorti des gens de... Alors, je rejoins tout à fait Ralph sur la... C'est pas nous qu'on vend, hein, c'est le modèle. Parce qu'on a des faits d'armes, en fait, on peut résister à ces gens-là en disant « Vous n'allez pas me faire perdre mon âme. » Parce que si vous me faites perdre mon âme, en fait, on va finir par... effectivement, on considérera toujours tous les gens comme des individus, mais comme des individus avec des numéros dessus et puis des rentabilités. Et comme nous, on ne veut pas ça, en fait, on dit, voilà, tous les 6 mois, j'ai un grand oral avec l'inspection du travail. Ils disent alors votre modèle économique, est-ce que vous en êtes, les clients, les machins, et votre modèle social, est-ce que vous avez bien rempli le formulaire, le dossier, les livrets de parcours, les performances, la progression. Et moi, je dis, écoutez, en fait, vous avez mon bilan, si vous savez lire, vous l'avez. Moi, je vais vous parler des gens dont je me suis occupé cette année. Puis je donne les prénoms. Puis
on le voit, ils sont pas à l'aise parce qu'ils n'aiment pas les gens. En fait, ils détestent les gens. Ils détestent qu'on personnalise, parce que quand vous parlez d'une personne handicapée ça fait 2 ans qu'elle est chez vous et qu'à la date des 2 ans, on doit la renvoyer. Si vous parlez d'elle, ils disent bon, d'accord, gardez-la encore 1 an et puis on dira qu'on l'a pas vue, quoi. Parce que dès que vous personnalisez, en fait, pour eux, c'est sortir des schémas. Et du coup, en fait, vous sortez du système administratif et des cadres qu'ils essayent de vous imposer, et vous redonnez de l'âme, en fait, à notre combat et à ce qu'on veut essayer de vendre. Et c'est la seule solution, parce que si vous lisez pour ça la 25e ère de Georgiou, je ne sais pas si vous l'avez, ça existe en film aussi, mais il faut le lire vraiment, où en fait il explique que la structure administrative peut générer la dictature et que c'est horriblement dangereux. Qu'on va peut-être pas aller sur ces terrains, parce que bon, on n'est pas sorti. Ral de Georgiou. Georgiou, c'est un roumain, c'est un prêtre roumain. Georghiu. Mais le 25e heure, c'est hyper connu. Hein. C'est expliquer comment le système administratif, en fait, fait perdre de l'âme à tout le monde. Et lui, il le montre, la déclinaison de la dictature. Ralph, tu voulais rebondir? Excuse-moi. Oui, j'entends ton discours. Mais c'est bien, et dans ce blé de parler, on a sans doute des points communs, mais on a une vision radicalement différente. Et donc c'est vrai que c'est bien, tant qu'à faire, comme il y a une assemblée, c'est bien d'avoir aussi les 2 points de vue. Parce que tu parlais du handicap, il y a les ESAT et les entreprises adaptées, mais juste pour être technique, effectivement, un ESAT vit avec beaucoup d'aide, mais une entreprise adaptée, c'est une entreprise. Donc nous, sur les 30 personnes qu'on fait travailler quotidiennement par mois, on a ce qui s'appelle 2 emplois aidés, et un emploi aidé, c'est 80% du SMIC. Donc on a 28 personnes où il n'y a aucune aide, et donc ça fait une aide de 2000 € par mois pour 30 salariés. Je vous laisse calculer, surtout qu'on paye tout le monde au-dessus du SMIC, puisque quand on fait travailler notamment des intermittents graphistes géniaux, c'est 400 € par jour. Et donc on est loin du SMIC. Et après, moi je n'ai eu que des contacts géniaux et extraordinaires jusqu'à aujourd'hui avec l'administration du travail et avec les inspecteurs du travail. Je ne suis pas certain. Je n'ai pas dit que j'avais des mauvais contacts. Je ne suis pas certain. Moi je me méfie, comme tout à l'heure, je reste sur ce profil. Moi je pense que c'est pas si mal d'avoir même dans nos métiers, une administration, et même pour redistribuer, parce que sinon, si tout était confié qu'entre les mains des personnes que l'on est, moi je suis content d'avoir des garde-fous, parce qu'il y a des jours où je suis peut-être bien inspiré, et il y a des jours où je suis mal inspiré, et il y a des jours où je suis très égoïste, et je me méfie beaucoup de ma propre nature. Et je trouve ça bien, moi, qu'il y ait une collectivité qui s'occupe des plus pauvres. Oui, moi je te rejoins un peu là-dessus, sur le fait qu'effectivement, on a des modèles qui sont compliqués, etc. Il ne faut pas dépendre des autres. Pour autant, excusez-moi, je le rejoins un peu là-dessus, sur le fait qu'effectivement, il ne faut pas essayer de dépendre de l'État, ou il ne faut pas attendre grand-chose de l'État. Et souvent, c'est plus une source d'énervement qu'autre chose, mais en tout cas quand même quand on cherche, quand on essaye et quand on fait la démarche de chercher dans l'administration où est-ce qu'on va pouvoir trouver une aide, finalement je trouve qu'avec Ismaël c'est un exemple concret. On a quand même réussi à avoir un contrat aidé sur les 3 premiers mois, je crois, ou les quelques mois au début en tout cas, mais en tout cas c'était quand même pas mal, et effectivement je pense que c'est quand même un peu un garde-fou qui est intéressant. Et ce que je voulais dire juste pour finir, c'était quand même aujourd'hui pour Ismaël assez compliqué de venir, c'est la première fois qu'il témoigne, le fait de témoigner ça implique aussi beaucoup de choses, donc pour moi c'est beaucoup plus facile. Clairement, maintenant pour Ismaël ça implique beaucoup de choses de témoigner, puisque ça veut dire déjà qu'on en a pris conscience et qu'a priori on veut pas la même chose et qu'on est prêt à l'assumer et à le dire aux autres. C'est une étape de plus dans un travail intérieur, et je voulais effectivement vous le faire remarquer, puisque c'est pas si évident que ça d'en parler. Et connaissant en plus Ismaël, je sais que pour lui c'est très compliqué et que c'est pas forcément quelque chose qu'il dit. Et en tout cas, comme vous le disiez tout à l'heure, on n'en parle jamais à nos clients.
c'est bien la première fois qu'on en parle à un client. Donc c'est bien la première fois qu'on parle de nos idées responsables, de ce qu'on fait en interne à nos clients, puisqu'en fait ça fait 2 ans et demi qu'on le fait. Et c'est honnêtement la seule et unique fois où on en a parlé à des clients. Voilà. Bah merci. Je crois qu'on peut les remercier tous les 6. Merci pour les parcours témoignés différents. Merci à chacun, Ismaël. Merci. Merci encore. Merci. Puis bonne suite de conférence.